Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. C'est parti pour le rallye de Monte-Carlo, 83e édition. Danse, humour, musique, entre autres, le Grimaldi Forum vient de lever le voile sur sa programmation. Le traditionnel après-midi du zapping s'est déroulé ce jeudi au Théâtre des Variétés afin de sensibiliser les jeunes de la Principauté, notamment au problème du sida. La SMFC a un calendrier chargé. Après la Coupe de France mercredi, place au championnat avec la 22e journée de Ligue 1 et le match Lille-Monaco. Et enfin, notre invité du week-end, Ferxel Fourgon, secrétaire diocésain. Nous parlerons ensemble de la Sainte Dévote. Le départ du 83e rallye de Monte-Carlo a été donné jeudi soir, place du Casino. Le duel entre l'Aube et Ogier s'annonce passionnant. Et une donnée risque d'influer sur le résultat. La météo, le choix des pneumatiques est donc capital. Reportage de Frédéric Hélion. Tous les pilotes s'accordent à le dire sur le Monte-Carlo, plus que sur tout autre rallye, les conditions météorologiques ont une part importante sur le résultat final de l'épreuve. L'an dernier, Sébastien Ogier, vainqueur final, avait concédé 1 minute 19 après les 3 premières spéciales à cause de la neige et d'un mauvais choix de pneumatiques. Michelin équipe les top teams Volkswagen, Citroën, Hyundai et Ford. Pour le fabricant de pneus français, ce rallye est très spécial. C'est là où les choix sont extrêmement importants. Le pneu en général est important, mais au Monte-Carlo c'est encore plus important, suivant les conditions météo, suivant aussi le pourcentage de neige ou de glace sur une spéciale. Donc c'est très compliqué. Nos techniciens vont avoir beaucoup de travail à faire pendant le rallye. Ouais. Sur le rallye, on amène à peu près 3000 pneus 2900. Il y a la possibilité d'avoir 5 choix, des pneus neige, cloutés, non cloutés, et puis ensuite des pneus qui sont en général tendres puisque les températures sont basses, mais en fonction de la température, moins de 0 ou plus de 0, il va y avoir aussi ces choix possibles. Donc 5 choix possibles pour chaque pilote. À la fin de chaque spéciale, un technicien recueille les impressions des pilotes. Une réflexion est menée sur le pneu pour les spéciales suivantes. En dehors des rallyes, des séances de tests sont également prévues avec un technicien dédié par écurie afin que le jour J, en course, les pilotes aient les meilleurs pneus possibles pour aller chercher la victoire. Rallye toujours, je vous propose d'écouter les deux Sébastien, Ogier et l'Aube, ainsi que Daniel et Léna. Frédéric Hélion les a rencontrés quelques heures avant le départ, jeudi soir. Il ne faut surtout pas oublier les autres, on parle que de ce duel, mais il y a beaucoup d'autres pilotes qui sont capables de faire des belles choses, surtout sur un Monte-Carlo avec des conditions difficiles. On peut s'attendre à quelques surprises également. Ça va être des conditions difficiles, donc on est tous impatients et à la fois un petit peu nerveux, mais impatients en tout cas d'être au départ et que les choses commencent pour de vrai. Il joue, il s'amuse, toujours. Quand je faisais du rallye, je m'amusais à faire du circuit, et maintenant que je fais du circuit, je m'amuse à faire un peu de rallye. Et le but, c'est toujours de s'amuser en tout cas. Ouais, c'est sûr que les conditions météo vont être difficiles, et il va falloir faire les bons choix de pneus, et ça risque d'être un long rallye. Pour gagner l'historique, je suis dans un bon état. Pour gagner le moderne, ça va être plus compliqué, mais on va voir. Là, c'est un retour juste là pour se faire plaisir et tout. Sur l'épreuve la plus mythique, en plus pour moi, chère à mon cœur, donc c'est parfait. L'esprit de compétiteur, ça part pas comme ça. Hier, on a fait une super séance d'essai où on fait le meilleur temps, donc ça motive. On a vu que sur les recos aussi à Gap, il y avait encore une fois des conditions difficiles. Ça va être une donnée importante encore une fois de ce Monte-Carlo. Ça va être super important, surtout cette année pour nous avec la position sur la route, puisqu'on va partir 14e jeudi, vendredi, samedi et reclasser que le dimanche. Donc on verra ce que ça va donner, on va faire de notre mieux. On va parler culture. À l'aube de cette nouvelle année, le Grimaldi Forum vient de lever le voile sur sa programmation des 7 prochains mois. Une programmation éclectique, diverse, entre danse, humour, musique ou encore art. Plus de détails avec Patricia Navarro. L'année anniversaire des 15 ans du Grimaldi Forum s'ouvre de la meilleure des manières. Le centre de congrès monégasque vient de présenter une programmation très riche pour les mois à venir et affiche des chiffres de fréquentation positifs dans le domaine du tourisme d'affaires. Dassault Systèmes, par exemple, ou Samsung seront de retour au Grimaldi Forum en 2015. On tire bien notre épingle du jeu. On a fait un très bon résultat l'année dernière, le meilleur chiffre d'affaires depuis ces 10 dernières années. Donc c'était l'année 2013 qui détient le record pour l'instant.
C'est vrai que nous avons la chance d'avoir à la fois des clients récurrents, donc des clients qui sont satisfaits de la qualité de l'accueil et des prestations au Grimaldi Forum. Je pense qu'on le doit à notre expertise, vraiment à la qualité et au savoir-faire du personnel dans ce bâtiment. Et c'est l'occasion effectivement de faire revenir des clients fidèles, des salons bien évidemment connus qui sont ancrés à Monaco, mais aussi des événements que l'on arrive à décrocher dans le cadre d'appels d'offres. Et ça, c'est également le reflet d'une belle complémentarité entre les hôtels, la direction du tourisme et le travail que l'on fait tous ensemble. Dès le mois de mars, le Grimaldi accueillera des manifestations culturelles d'envergure internationale ou des événements plus originaux comme le Salon Magic sur les thématiques du manga, des vidéos ou des comics. Suivront des valeurs sûres avec le Printemps des Arts, le Salon Ever et les Cérélissimes de l'Humour qui fêteront leurs 10 ans. Parmi les nouveautés, Like Bike dédié au vélo hors normes en avril. Pour les amateurs de belles cylindrées, Top Mark revient. Les ballets de Monte-Carlo seront eux aussi fidèles au Grimaldi Forum qui se met bien évidemment à l'heure de la Russie avec une grande exposition de l'été consacrée à la révolution des avant-gardes de Chagall à Malevich. Mais l'actualité du Grimaldi Forum ira également bien au-delà des frontières avec la poursuite du programme Hors les murs qui a pour fer de lance l'exposition Grace Kelly qui a fait le tour du monde depuis 2007. Chaque destination remporte un vif succès public, puisqu'à ce jour, nous atteignons près de 1 041 000 visiteurs donc depuis 2008. Et la prochaine étape, ce sera en Azerbaïdjan, à Bakou, dans un très beau lieu, le Heydar Eliade Foundation, qui est dessiné par Zaha Hadid, un lieu prestigieux. Ce qui nous permet vraiment d'atteindre maintenant, je dirais, des institutions de renom et effectivement de perpétuer l'image de Monaco à l'étranger. Et puis, après plusieurs années de négociations, et ça c'est également une belle satisfaction pour nous, je dois dire, les Reines d'Égypte, qui avait été notre blockbuster de 2008, est un sujet qui a été souhaité par NHK Promotion et cette exposition a été complètement retravaillée, reconçue par Christiane Ziegler, commissaire de l'exposition en 2008, pour être présentée en 2015 à partir du mois de juillet au Musée national de Tokyo, puis au Musée national d'Osaka à partir d'octobre. 150 œuvres seront ainsi exportées pour cette fresque consacrée aux reines d'Égypte. Par ailleurs, pour la 9e fois, la compagnie monégasque de banque a renouvelé son partenariat avec le Grimaldi Forum. Une signature officielle a été organisée en marge de cette présentation de l'agenda du Grimaldi Forum. Voilà pour la programmation du Grimaldi Forum. Depuis 2014, vous le savez peut-être, la Casa di Sochi accueille différents événements au jardin d'Apolline. À l'image de cet événement organisé mercredi soir, les enfants du pays ont partagé une galette des rois avec le ministre d'État. Reportage de Sandrine Nègre. Elle est née en 2013. Depuis, l'Association des enfants du pays réunit ses membres à différentes occasions. L'opportunité d'évoquer comme ici, dans une ambiance conviviale, l'actualité et les objectifs de cette association, en présence ce 21 janvier du ministre d'État, qui a d'ailleurs tenu à souligner que les enfants du pays font depuis toujours partie de la famille de Monaco. Nous avons décidé de nous regrouper. Au départ, c'était surtout pour la fiscalité. Nous avions demandé un rendez-vous avec M. Nouvion, qui nous a recommandé de nous regrouper pour avoir un interlocuteur, non seulement pour la fiscalité, même s'il ne peut pas faire grand-chose, puisque c'est un problème franco-français, mais les enfants du pays dans leur ensemble, c'est-à-dire quelle que soit la nationalité, français, italien et toutes les autres personnes qui sont là depuis maintes générations. Donc nous regrouper pour pouvoir discuter des problèmes que nous avons au niveau du logement. Donc pour tous, au niveau, on aimerait un statut, donc ça serait important aussi pour nous. Et donc pour les Français uniquement, enfants du pays, la fiscalité. C'est donc notre première invitation, puisque nous sommes une jeune association. Le but était évidemment de se retrouver, mais aussi de discuter avec eux, qu'ils puissent rencontrer les enfants du pays. Je pense que c'est important, parce que nous sommes très nombreux malgré tout, et tous différents, avec des problèmes différents, des attentes différentes. Mais c'est important de pouvoir faire passer ce message. Et puis pour nous, c'était aussi une façon de célébrer la
la décision du Conseil d'État 36-22-37 qui marque la fin de l'imposition pour les Français enfants du pays. Et dans le domaine de l'immobilier, son Excellence Michel Roger a informé qu'une décision devrait être prise avant l'été 2015 concernant le projet IDA. On se rend au Théâtre des Variétés. La direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports a convié de nombreux élèves à se retrouver autour de l'après-midi du zapping en collaboration avec la Croix-Rouge monégasque et Fightets Monaco. En quoi consiste cet événement qui a lieu chaque année? Réponse avec Christine Datomel. Les après-midi du zapping, un événement de sensibilisation et de prévention auquel sont conviés des lycéens pour aborder le sida, les IST, la contraception et le sexe en général. Pédagogie préventive et instant ludique, aux côtés de l'association Solidarité Sida, les jeunes sortent de l'école le temps d'un après-midi pour parler sans détour de sexualité. J'ai appris j'ai appris déjà les différentes maladies liées au rapport sexuel. Après, j'ai appris aussi à comment les traiter. Et surtout, certaines maladies, en fait, elles ne sont pas directement soignées. Et soit elles sont soignées directement, soit indirectement, ou soit malheureusement elles ne sont pas soignées. Je ne connaissais pas tous les moyens de contraception. Et puis, elles nous ont parlé de l'importance de se protéger afin de ne pas développer des maladies sexuellement transmissibles. Et je pense que ça a touché beaucoup de gens parce que je pense que pas tout le monde était concerné, se sentait concerné par cela, donc je trouve que c'est très important. À Solidarité Sida, on a pris le parti de faire ça de manière un petit peu décalée, fun et ludique. Tout simplement, nous en tout cas, à Solidarité Sida, on a l'impression que les messages ils passent toujours mieux quand il y a une petite pointe d'humour. Donc en tout cas, c'est un petit peu le format qu'on leur propose aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on alterne aussi beaucoup la vidéo, les prises de parole, en essayant de ramener un petit peu de ludique et de fun pendant l'après-midi, mais tout en traitant les thématiques de santé sexuelle. Extraits de télévision, quiz interactifs et débats, un trio gagnant que l'association utilise pour allier l'utile à l'agréable tout en sensibilisant les jeunes aux enjeux liés au sida et à la sexualité. Et à Monaco, les lycéens sont plutôt bons élèves. Ici à Monaco, pour nous, il n'y a pas énormément de lacunes. On sait qu'ils ont un programme de prévention de la 3e jusqu'à la terminale, donc c'est plutôt bien. Il y a beaucoup d'établissements en France qui malheureusement, eux, n'ont pas ce programme. Donc on voit qu'ils ont quand même un socle de connaissances qui est solide, mais on peut voir qu'il est important quand même de toujours faire des piqûres de rappel. Alors ça va faire un petit jeu de mots, parce que du coup on va parler du moustique. Là on a vu cet après-midi qu'il y avait 50% de la salle qui pensaient que le moustique permettait de transmettre le VIH. S'il y a encore beaucoup trop, pourtant les messages, on sait, sont déjà répétés depuis la 3e. On est bien informé avec, on va dire, au lycée, on est très bien informé avec ça, on va dire. Est-ce que ça vous fait peur ou pas? Quand même, oui, un peu, mais bon, faut bien être protégé avec la partenaire qu'on aime, on va dire, et tout va bien. À l'initiative d'une prévention innovante, audacieuse et unique en son genre, depuis 2003, l'association Solidarité Sida a sensibilisé plus de 50 000 lycéens aux enjeux liés au VIH et à la sexualité. Parlons football à présent, vous le savez, Monaco s'est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France. Un match qui se déroulera le 10 ou le 11 février face à Rennes. En attendant, la SMFC retrouve la Ligue 1 ce week-end. Les Rouges et Blancs se déplacent à Lille pour un match comptant pour la 22e journée du championnat. Les explications d'Émilie Rousseau. 5e match en 15 jours pour les Monégasques. Depuis le début de l'année, le calendrier des joueurs de la Principauté est bien rythmé entre la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, le championnat et bientôt la Ligue des Champions. L'AS Monaco se doit de s'adapter à ce rythme, un rythme qu'elle gère plutôt bien puisqu'elle est invaincue depuis le début de l'année. Mieux encore, cela fait 10 matchs que les Rouges et Blancs n'ont plus encaissé de but. On commence à prendre l'habitude de jouer tous les 3 jours et je pense qu'on a un assez bon groupe, malgré qu'ils soient jeunes. On arrive quand même à faire de bonnes performances. Il y a un peu de fatigue quand même qui s'installe ou globalement ça peut aller? Il y a un peu de fatigue, c'est normal, mais entre les matchs, on essaye de bien récupérer pour être frais pendant le match.
Samedi, l'AS Monaco se déplace dans le Nord pour affronter Lille. L'équipe de René Girard est actuellement 12e au classement avec 27 points. Une équipe de qualité selon Leonardo Jardim. C'est une bonne équipe. L'année dernière fait un championnat très bon. Le coach, c'est une personne que j'aime beaucoup, c'est un ami. Et c'est un bon coach. Et je crois que la qualité de Lille, c'est plus que le tableau, le classement. Et pour ça, c'est un match difficile pour nous et pour Lille aussi. L'objectif des Monégasques est bel et bien de rester sur cette dynamique avant d'entamer un mois de février tout aussi chargé en rencontres, à savoir 8 matchs en 4 semaines. En attendant, Lille-Monaco, c'est samedi à 17h. Il est temps de passer à notre invité du week-end. Aujourd'hui, nous accueillons Ferxel Fourgon, le secrétaire diocésain de la Principauté. Et nous allons parler ensemble, entre autres, de Sainte-Dévote. Le temps que je le rejoigne dans cette chaloupe. Jingle. Ferxel, bonjour. Bonjour Fabien. Nous sommes dans la chaloupe, une chaloupe qui date de 1955 et qui amène traditionnellement les reliques de Sainte-Dévote dans le port. On remercie d'ailleurs Jacques Pasteur qui a mis cette chaloupe à notre disposition. Avant de parler de la manifestation, un mot peut-être sur Sainte-Dévote, un petit rappel historique. Qui était Sainte-Dévote et surtout, que lui est-il arrivé ? Eh bien, Sainte-Dévote, avant tout, il est bon de rappeler que Sainte-Dévote est la patronne de Monaco. C'est aussi la patronne de la famille princière et la patronne de l'archidiocèse de Monaco. Alors, bien l'histoire, on la connaît tous. On est censé l'avoir eue dans nos cours de monégasque ou dans nos cours d'instruction religieuse. Voilà, c'est une martyre donc, qui est morte, selon la légende, en 321 en Corse. Elle est née en Corse, dans la ville de Luciana. Et donc martyre par les Romains. Et la Corse n'était pas un lieu parfait pour elle pour être enterrée, puisqu'on avait peur que sa sépulture ne soit pas suffisamment digne. Alors ils ont pensé la mettre dans une barque et la laisser voguer jusqu'en Afrique, où elle serait peut-être mieux traitée en tant que chrétienne. Et ben, finalement, l'Esprit Saint l'a voulu autrement, et c'est la colombe l'a guidée vers la Principauté de Monaco, vers le port de Monaco, et plus particulièrement le vallon des Gaumates. On célèbre Sainte-Dévote depuis combien de temps, Principauté ? Eh bien, historiquement, exactement depuis quand on célèbre Sainte-Dévote, je ne saurais le dire. En tout cas, je sais qu'il y a... La tradition de la barque. La tradition, voilà. Il y a eu des feux de joie qui ont été organisés sur la place du Palais jusqu'à la fin du 19e. Et c'est au début du XXe siècle, dans les années 1920, que le prince Louis II a instauré cette tradition de cette barque pour rappeler la légende finalement du vol des reliques de Sainte-Dévote qui était déjà à Monaco, et du vol par des pêcheurs génois qui ont été rattrapés par les pêcheurs de Monaco, et ils ont, pour le punir, ils lui ont brûlé sa barque, et donc on rappelle cette tradition chaque année en brûlant la barque sur la place Sainte-Dévote le 26 au soir. Le 26 au soir, qu'est-ce qui va se passer ? La barque, cette chaloupe amène les reliques, et puis... Alors cette chaloupe, la mairie de Monaco depuis des années organise l'arrivée de la barque qui est plus que symbolique, puisqu'elle est réelle, elle est bien là, et les reliques sont à bord, donc elles vont entrer d'abord par le quai Luciana. Et cette année, donc, on a dû revoir un petit peu, peut-être modifier un petit peu, avec la mairie et tous ceux qui travaillent pour cet événement, parce qu'avec les travaux du port et puis maintenant le nouveau Yacht Club, il était bon peut-être de mettre tout le port à l'honneur. Et donc ce qui va se passer, la barque va rentrer dans le port à 18h, elle va faire un petit U devant le Yacht Club, et comme elle est arrivée au quai Luciana, là une colombe, il va y avoir l'envol de la colombe qui va marquer, la barque est arrivée à bon port. Et ensuite la procession, donc traditionnellement, qui démarrait du vallon des Gaumates, cette année va démarrer du Yacht Club. Ensuite la procession continuera traditionnellement vers l'église Sainte-Dévote, seront accueillis dans l'église Sainte-Dévote, et là toutes les personnalités attendront la venue de notre prince souverain et de la princesse, qui viendront pour un moment. Il y aura donc une demi-heure, ce qu'on appelle un salut. Alors, tout le monde parle d'une messe, mais ce n'est pas une messe, c'est un salut du très saint sacrement. C'est-à-dire, Jésus, dans son hostie, va être mis dans l'ostensoir et va être montré à l'ensemble des personnes qui seront là présentes, et même les personnes qui seront à l'extérieur,
puisqu'il y a même un écran géant qui est installé à l'extérieur pour que tout le monde puisse suivre, parce que l'église est assez petite, pour que tout le monde puisse participer à la fête. Donc il y aura cet écran géant pour que tout le monde puisse suivre. Et enfin l'embrasement peut-être. Voilà, et après l'embrasement, après la vénération, il y a toujours un moment important, c'est la vénération des reliques en fait. Oui. Le prince et la princesse vont vénérer les reliques, c'est-à-dire l'archevêque va leur porter les reliques devant eux et ils vont pouvoir les vénérer. C'est un moment important, c'est un moment clé de cette petite cérémonie. Et ensuite, eh bien, tout le monde sortira et on ira brûler. Alors là, on brûler la barque. Et on ramassera les clous, les jeunes ramasseront les clous. Est-ce que vous connaissez l'historique de cette tradition de ramasser? Pourquoi des clous? Pourquoi les ramasser? Parce qu'on s'est tous retrouvés un jour avec nos doigts. À se brûler les doigts. À se brûler les doigts, ou les doigts pleins de cambouis, ou nos parents qui nous disaient ne touche rien, t'as les mains sales. Mais on a été ravis d'avoir nos clous. Et je suis toujours surpris d'ailleurs, parce que quand on revient du côté de l'église, on voit toujours. C'est encore une bataille aujourd'hui. C'est impressionnant, les gens sont toujours en train d'aller chercher. Et nous aussi, d'ailleurs. Bien sûr. Je continue à aller. On essaye quand même d'avoir discrètement, son petit clou. dès qu'on en voit un, on se baisse. Aujourd'hui, je prends ça pour ma fille, pour ma petite Léane qui aime bien avoir son petit clou aussi. Alors je vais lui chercher pour elle, parce qu'elle est encore trop petite. Mais c'est vrai que cette tradition reste au cœur, finalement. Oui, alors pourquoi les Monégasques sont si attachés peut-être à cette tradition, à Sainte-Dévote? Pourquoi vous-même vous êtes attaché? Que représente Sainte-Dévote pour vous? Alors, je vais parler de deux principes. D'abord, le principe tradition. Dans le principe tradition, finalement, Monaco est un petit pays, et comme dans tout petit pays, ce qui fait l'identité d'un pays, c'est l'âme du pays, ce sont ses traditions. Et Sainte-Dévote, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés dans Monaco où l'appui de Sainte-Dévote a été très utile pour de nombreux Monégasques, pour de nombreux résidents de la principauté. Et finalement, je pense que ça, c'est un attachement historique qui fait que, eh bien, tout le monde est heureux de se rattacher à Sainte-Dévote. Quand un événement monégasque se passe bien, on dit toujours merci Sainte-Dévote, tout s'est bien passé. Du Grand Prix ou ailleurs, j'entends les responsables toujours rappeler Sainte-Dévote. Mais pour vous, pourquoi vous êtes tant attaché à Sainte-Dévote? Après, il y a aussi une question de foi. Oui. Parce que finalement, Sainte-Dévote, c'était une chrétienne. On se rappelle, c'est une martyre chrétienne, donc c'est un exemple. Oui. C'est un exemple de foi, c'est un exemple de courage. Et finalement, voilà, c'est un exemple de courage qui nous permet de nous dire, nous, dans notre foi, eh bien, on peut encore se rattacher à des gens, à des martyrs, à des gens qui sont là. Et alors, Sainte-Dévote est une martyre historique, c'est notre histoire à nous, elle est âgée, entre guillemets, puisque l'histoire n'est pas récente. Mais ce qui est bon de se rappeler et de rappeler aussi, c'est qu'il y a des martyrs encore aujourd'hui, dans les martyrs chrétiens encore aujourd'hui. On voit même les événements actuels, tous ces chrétiens d'Orient, tous ces morts, font partie aussi des martyrs qui montrent, eh bien finalement, eux n'ont pas lâché leur foi, et ils sont allés jusqu'à mourir pour leur foi. Encore aujourd'hui, ne cesse que pour leur foi ou pour leur liberté. Et ça se rattache aussi à la liberté. Et justement, la foi, quand est-ce que vous l'avez eue concrètement? Pourquoi est-ce que vous êtes justement secrétaire diocésain? Pourquoi est-ce que, à une période justement où on est peut-être des fois un petit peu en pleine crise de foi? Alors, mon histoire personnelle, eh bien finalement, on pourrait penser que je viens d'une famille chrétienne, ou catholique, pratiquante, etc. Mais en fait, pas du tout. Mes parents étaient croyants, mais pas pratiquants plus que d'autres, Pâques et Noël, voilà, mais pas beaucoup plus. Et en fait, bien, c'est par amitié, par des amitiés, par des coïncidences. Tout a commencé pour moi avec le Père Penzo, à l'église Saint-Charles. Tout le monde connaît le Père Penzo, à l'église Saint-Charles. Et puis voilà, on était enfant de chœur à l'église Saint-Charles. Ensuite, avec un ami au collège et au lycée, on s'est tenus à aller à la messe tous les dimanches. On s'est encouragés l'un l'autre, parce que c'est important. Être chrétien tout seul, c'est difficile. Quand on est avec des gens et des amis, c'est beaucoup plus facile. Alors, ça m'a beaucoup aidé aussi personnellement. J'étais gravement malade, j'ai eu un cancer où j'ai failli ne plus être là aujourd'hui. Et finalement, la foi m'a permis de toujours garder le sourire, de toujours avoir de l'énergie, de toujours être là. Donc voilà. Donc on vous verra le 26 au soir, bien sûr, du côté du port, du côté de l'église Sainte-Dévote. Sainte-Dévote, ce n'est pas uniquement le 26, puisque c'est même le 27. Et non, c'est surtout le 27. C'est le 27 et c'est sur le rocher. Le cœur de la Sainte-Dévote reste le mardi 27 à 10h dans la cathédrale, où là il y aura la solennité de la Sainte-Dévote, la messe en présence de la famille princière, et qui est suivie d'une procession traditionnelle dans les rues du Rocher,
qui a trois objectifs. D'abord, eh bien, d'aller bénir la famille princière, puisque à l'issue de la messe, on retourne sur la place du Palais. Le prince et la princesse seront à leur balcon. Et cette année, c'est Monseigneur André Marceau, qui est l'évêque de Nice, qui a été invité par l'archevêque à célébrer et à présider la messe du 27 au matin. Et donc, c'est lui-même qui bénira la famille princière. Ensuite, on ira vers les remparts. Il y aura la bénédiction de la ville et des habitants. Et ensuite, on retournera sur les marches de la cathédrale, face à la mer, et on bénira la mer et tous les pêcheurs et toutes les activités maritimes. Ferxel, merci infiniment d'avoir répondu plaisir, à mes merci. questions. Donc le 26 au soir ici pour RQI et puis en direct à 18h15 sur Monaco Info et le 27 à 10h en la cathédrale sur le Rocher. Et je rappelle, si je peux me permettre, que bien tous les fidèles et tout le peuple monégasque est invité aussi à participer à la procession. Voilà, ensuite, comme je l'ai dit, il y aura des écrans géants sur la place Sainte-Dévote, donc ne pas hésiter à venir, du côté 18h devant le Yacht Club, voilà, pour participer à cette procession. Exactement. Merci infiniment. On passe tout de suite à la météo. Samedi, du soleil malgré quelques nuages en cours d'après-midi. Les températures seront en légère baisse de 6 à 13 degrés. Dimanche, un temps assez agréable. Un vent de nord soufflera quand même assez fort le matin jusqu'à 40 km/h, comptez de 7 à 13 degrés. Lundi, le maintien d'un temps sec avec une dominance de soleil. Les températures sont clémentes pour la saison de 8 à 14 degrés. Et enfin mardi, peu de changements, du soleil et quelques nuages. Il fera de 8 à 14 degrés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.